Amis auditeurs, auditrices, je suis très contente d'être ce matin à la radio pour un nouveau moment de santé. Et donc, je me présente, Guylaine, naturopathe, éducatrice de santé. Et donc, c'est un plaisir que je vous apporte des informations sur la santé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine K2 et la vitamine D3. Alors, la vitamine K, on n'entend pas beaucoup parler de cette vitamine, et pourtant, on va découvrir ensemble tous ses nombreux bienfaits. Nous savons que les vitamines sont des substances indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Elles interviennent dans de très nombreux processus vitaux, en fait, et nécessitent pour la plupart un apport exogène régulier. Ça peut être au niveau de l'alimentation, une complémentation. Les déficits en vitamine K et D sont fréquents dans la population. On estime que plus de 80% des Français âgés de 18 à 74 ans sont déficients en vitamine D. Concernant la vitamine K, sa carence subclinique chez une grande partie de la population en bonne santé est présente chez la plupart des adultes de la population occidentale. Ces carences peuvent être la cause de divers désagréments impactant la qualité de vie de la population. Il a été démontré qu'un déficit en vitamine K et en vitamine D pourrait conduire à un risque accru de fractures et favoriser le développement de l'ostéoporose. Donc, une carence en vitamine K entraînerait une défaillance de la coagulation ainsi qu'une calcification vasculaire associée au développement de troubles cardiovasculaires, bien sûr. Ainsi, la prévention de telles carences pourrait éviter ou diminuer des troubles liés à l'âge. Donc, nous allons voir ça plus en détail un peu plus loin. Parlons tout d'abord de la vitamine D3. Alors là, vous avez déjà beaucoup entendu parler de la vitamine D pendant cette période de pandémie, mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses encore. Il y a énormément de choses à dire sur la vitamine D, mais on ne va pas tout voir aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Mais on doit savoir que la vitamine D est une hormone que l'on qualifie d'hypercalcémiante grâce à son action à 3 niveaux. Quels sont ces 3 niveaux? Donc, au niveau intestinal, elle va favoriser l'absorption intestinale du calcium et des phosphates alimentaires. Elle stimule également la synthèse de la caldadine qui lie le calcium et le transporte à travers la muqueuse intestinale et vers la circulation sanguine. Au niveau rénal, elle évite la fuite rénale du calcium et des phosphates. Au niveau osseux, selon les besoins de l'organisme, elle participe aussi bien au dépôt du calcium dans les os qu'à son retrait en cas d'hypocalcémie importante. Elle joue aussi un rôle très important dans l'atteinte et le maintien d'une densité minérale osseuse adéquate, bien sûr. La vitamine D joue un rôle essentiel dans la qualité du tissu osseux en favorisant l'absorption intestinale du calcium et des phosphates alimentaires. Comme je vous l'ai dit, je me répète à nouveau, car c'est très important. Elle intervient également dans le bon fonctionnement du système immunitaire, donc ça on le sait pour le système immunitaire. La vitamine D est essentielle tout au long de la vie, tant pour les enfants lors de leur croissance que pour les adultes, afin de maintenir des os solides et agir contre les troubles osseux souvent liés à l'âge. Donc on parle d'ostéoporose, d'arthrose, etc. Les études scientifiques démontrent pas mal de choses par rapport à la vitamine D. Il a été mis en avant que l'administration de vitamine D permettrait de réduire le risque de fractures non vertébrales, d'améliorer la fonction musculaire et de réduire le risque de chute, principalement lorsque la supplémentation en vitamine D est associée à un apport en calcium. Ça, je vais reprendre, c'est très important. Les études démontrent en fait que lorsqu'on prend de la vitamine D, ça va permettre de réduire le risque de fracture non vertébrale, bien sûr, et d'améliorer la fonction musculaire, de réduire les risques de chute, et principalement si on associe le calcium à la vitamine D. Une carence en vitamine D a été signalée dans plusieurs affections chroniques associées à une inflammation accrue et à une dérégulation du système immunitaire, tels que le diabète, l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde. En 1930, des chercheurs américains avaient pu démontrer que l'administration d'un supplément de vitamine D permettait de réduire les symptômes de l'allergie saisonnière. Ça a été démontré.
Donc, pour les gens qui font de l'allergie saisonnière, pensez à la vitamine D, parce que ça a été prouvé sur certaines personnes. Et donc, plus récemment, les résultats d'une étude menée en Australie sur 5000 enfants ont conclu que ceux qui présentaient une faible concentration de vitamine D étaient 6 fois plus susceptibles de développer une allergie à un aliment donné que les enfants ayant une concentration normale. Vous vous rendez compte? En Australie, ils ont essayé sur 5000 enfants et ils ont vu en fait que ceux qui avaient une bonne dose de vitamine D, eh bien, ils avaient moins d'allergie. Ils étaient moins susceptibles de développer une allergie. Donc ça, c'est très important. Une étude finlandaise aussi a montré que l'administration journalière de 2008 de vitamine D à 10 366 enfants durant leurs premières années de leur vie était associée à une réduction du risque de diabète de type 1 de 80%. Ça, c'est énorme. Vous vous rendez compte? Dès leur plus jeune âge, les premières années de leur vie, si vous donnez à vos enfants de la vitamine D, vous les protégez contre les risques du diabète. Ça, c'est important. La vitamine D joue un rôle dans la différenciation cellulaire, notamment celle des cellules hématopoïétiques. Alors, les cellules hématopoïétiques, ce sont des cellules qui sont à l'origine de l'ensemble des globules du sang. C'est une jeune cellule, en fait, qui se renouvelle sans cesse et donne selon l'évolution des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Donc, ça, c'est quand même très important. D'où, justement, on ne doit pas avoir de carence en vitamine D, parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'après la naissance, l'hématopoïèse normale est localisée exclusivement dans la moelle osseuse. Donc, si on veut que tout ce processus se fasse normalement, la vitamine D est très importante. Une partie de la vitamine D est naturellement synthétisée par la peau sous l'action des rayons du soleil. Donc ça, nous le savons. Toutefois, cette source endogène n'est pas suffisante pour couvrir l'intégralité des besoins en vitamine D de l'organisme. Elle doit être complétée par un apport alimentaire aussi. Et alors, où trouve-t-on la vitamine D? On le trouve dans l'avocat, dans les champignons médicinaux. J'en ai déjà parlé. Et si toutefois je pourrais en parler encore une autre fois, vous parler des vertus des champignons médicinaux, on aura peut-être l'occasion à la radio d'en parler. Alors, même sous forme alimentaire aussi, c'est pas suffisant parce qu'en fait, sous forme alimentaire, la vitamine D se trouve sous forme de D2. Et sous forme de D2, elle est moins biodisponible en fait. Parce que nous savons que c'est la forme D3 qu'il nous faut. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. Même si elle est moins biodisponible, on doit quand même en consommer, mais il faut qu'on se supplémente en vitamine D3. J'y reviendrai. Les personnes âgées dont la capacité de synthèse de la vitamine D est amoindrie, ainsi que les femmes enceintes et les femmes ménopausées, dont le bouleversement hormonal entraîne une déminéralisation osseuse, sont les personnes les plus sensibles à une carence en vitamine D. Alors, mesdames, vous qui êtes ménopausées, pensez à prendre un supplément en vitamine D3 parce que vous êtes plus sensible à une carence à cause de votre bouleversement hormonal. N'oubliez pas ça. Les personnes âgées aussi doivent se faire supplémenter aussi. OK. Alors, nous allons voir les causes et les carences en vitamine D. Une alimentation pauvre en vitamine D, comme je vous l'ai dit, même si elle est moins biodisponible, on doit quand même en consommer. On doit avoir une exposition insuffisante au soleil aussi, ce sont les causes et les carences en vitamine D. Les troubles de la malabsorption, certains troubles rénaux hépatiques, certains médicaments comme les anticonvulsivants, comme le rifantine, etc. Donc tout ça, ce sont des causes, des carences en vitamine D. Maintenant, les conséquences et les symptômes d'une carence. Selon l'ANSE, les signes cliniques de carence en vitamine D sont les troubles musculaires, baisse de tonus musculaire, crise de tétanie, des convulsions, des crampes. Des troubles osseux, comme le rachitisme chez les jeunes en fait en croissance, et l'ostéomalacie, c'est chez les adultes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'ostéomalacie, c'est une minéralisation insuffisante de l'os. Et cela cause des douleurs, en fait, des déformations osseuses, des fractures, etc.
Donc, ça peut même provoquer des douleurs osseuses et musculaires ainsi que des déformations osseuses. Voilà, tout à fait. Donc, c'est cette maladie-là voilà, qui fait tout ça. Un apport insuffisant en vitamine D peut également entraîner une réduction de la masse osseuse et donc un risque accru de fracture, surtout chez les personnes âgées. On trouve parfois de l'anémie, mais bon, ça c'est un peu plus rare. Donc la carence en vitamine D, nous le savons tous, peut entraîner une baisse du système immunitaire. Ça, nous le savons, et je le répète. Les recommandations nutritionnelles, donc selon l'Académie nationale de médecine, alors eux, ils préconisent 1000 UI par jour, mais la revue médicale anti-cancer Research publie des recommandations allant de 4000 UI à 8000 UI par jour. Les études ont montré que la vitamine D3 augmentait de manière plus importante le taux de vitamine D active dans l'organisme. Il a été mis en avant aussi que la vitamine D3 était plus stable que la vitamine D2, car moins sensible à la chaleur. La vitamine D3 est mieux assimilée par l'organisme que la vitamine D2, c'est ce que je vous ai dit au départ. Donc, effectivement, je préconise entre 2000 et 4000 UI par jour. Tout dépend de chaque personne. Donc, c'est aussi du cas par cas. C'est bien de se faire conseiller lorsqu'on veut se faire supplémenter. Maintenant, parlons de la vitamine K2. La vitamine K2, on l'appelle aussi la ménaquinone. Elle est nettement moins connue du grand public que les autres vitamines, mais pourtant elle fait l'objet de nombreuses recherches en raison de sa grande valeur en médecine clinique et préventive, notamment dans le cadre de la santé cardiovasculaire. On va en parler beaucoup. La vitamine K existe sous diverses formes. Vous devez connaître certainement la vitamine K1, qu'on appelle la phylloquinone. Elle est impliquée dans la coagulation sanguine et elle provient d'un apport végétal. La vitamine K2, qu'on appelle la ménaquinone, comme je viens de vous dire, elle est impliquée dans la régulation de la croissance et la différenciation cellulaire, ainsi que dans le métabolisme et la régulation et la calcification des os et les tissus mous. Donc, elle est très importante. Elle peut parvenir d'un apport aussi végétal ou synthétique. Les vitamines K3, K4, K5 et K6, ce sont des formes synthétiques de la vitamine K et elles sont moins intéressantes pour l'organisme. Donc, ça ne sera pas conseillé. Après ingestion de la vitamine K, elle est absorbée au niveau des entérocytes, ce sont nos cellules intestinales, et internalisée dans ce qu'on appelle des chylomicrons. Ce sont des lipoprotéines qui sont responsables du transport de la vitamine K exogène de l'intestin grêle vers la circulation lymphatique. Elle rejoint ensuite la circulation sanguine pour être dirigée progressivement vers le foie et vers les os, tissus au sein desquels elle jouera ses principaux rôles. La vitamine K est ensuite éliminée dans la bile, puis dans les selles et les urines sous forme de métabolites. Il faut savoir que sa demi-vie est d'environ 30 heures. Oui, là, elle vit seulement 30 heures. La vitamine K2 est impliquée dans le maintien de la structure normale du système ostéo-articulaire. Elle est notamment le cofacteur essentiel de l'enzyme qu'on appelle l'glutamyl carboxylase, qui est capable de carboxyler et ainsi d'activer les protéines régulatrices du calcium comme l'ostéocalcine. L'ostéocalcine est une protéine produite par les ostéoblastes. Donc, les ostéoblastes, en fait, mes chers amis, sont des cellules qui sont à la surface des travées osseuses. Elles sont situées à la face interne et externe de l'os et sont présentes dans le tissu osseux en croissance ou en transformation. Vous pouvez le regarder sur Internet, vous aurez des images. Ça va être beaucoup plus parlant pour vous pour savoir où est-ce que ça se situe. Leur rôle, en fait, est de synthétiser les éléments de la matrice osseuse et de permettre sa calcification. Elle favorise également la formation des cristaux d'hydroxapatite, composant essentiel de la substance minérale de l'os, qui assure sa rigidité et sa solidité. Donc, c'est une substance qui est essentielle pour l'os, en fait, pour sa rigidité et sa solidité. L'ostéocalcine est également connue pour déclencher la formation de la dentine
et le tissu calcifié des dents. La vitamine K est indispensable à l'activation de l'ostéocalcine. Donc, je vous ai expliqué ce que fait l'ostéocalcine. Et on voit que pour que l'ostéocalcine puisse pouvoir être activée, il lui faut de la vitamine K. Elle participe à un procédé chimique dans l'organisme qui donne naissance à la carbonylation, qui est une protéine, et si son taux est trop bas, on a un risque accru de fracture du col du fémur. Vous vous rendez compte? Si le taux est trop bas, qu'est-ce qui se passe? On a un risque très élevé de fracture du col du fémur. Donc, on ne doit pas manquer, en fait, en résumé, on ne doit pas manquer de vitamine K. Je vais vous donner encore une autre étude. Je vous donne des études à l'appui de ce que je dis parce que ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Une étude japonaise des régions dans lesquelles le natto est régulièrement consommé posséderait des taux plus élevés de vitamine K2 et d'ostéocalcine dans leur organisme que les femmes de d'autres régions où cet aliment est rarement consommé. Donc, au Japon, les femmes qui consomment beaucoup de natto, eh bien, ils ont un risque moins élevé, justement, de fracture. Le natto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du soja fermenté. Donc, au Japon, ils accompagnent souvent cela avec du riz. Son principal effet, donc on parle de la vitamine K2, son principal effet protecteur provient de sa capacité à empêcher le calcium circulant dans le sang de se précipiter sous forme de cristaux dans la paroi artérielle, limitant ainsi la formation de plaques athéromateuses et la calcification artérielle. Vous vous rendez compte? Ça, on n'entend pas souvent parler de ça. Mais la vitamine K est très importante. Elle va empêcher le calcium de circuler librement et de former des cristaux au niveau de la paroi artérielle. Donc, elle a son rôle très important. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La vitamine K2 va diriger le calcium vers les tissus osseux et dentaires, parce que c'est là où, justement, on a besoin, en contribuant à leur bonne minéralisation et d'autre part à décalcifier les artères parfois trop rigides, notamment chez les personnes âgées. Donc voilà ce que va faire la vitamine K2. Elle va diriger le calcium vers les tissus osseux et dentaires. Parce que si on n'a pas de vitamine K, le calcium va circuler dans le sang et va former des cristaux dans la paroi artérielle. Et là, les complications vont arriver, les problèmes de santé, les problèmes cardiovasculaires vont arriver. Donc, vous voyez, mes amis, l'importance de la vitamine K dans notre organisme. Et ce n'est pas fini. La vitamine K2 agit donc sur les principaux facteurs de risque cardiovasculaire et d'hypertension liés à la perte d'élasticité des vaisseaux et un rôle protecteur dans l'athérosclérose. Je vais vous parler encore d'une autre étude scientifique. Il a été mis en avant qu'un déficit en vitamine K conduit au dépôt de calcium et peut entraîner une calcification coronarienne. La vitamine K résulte d'une fermentation bactérienne. Elle est naturellement fabriquée par le microbiote. Mais je vais vous expliquer ce mécanisme en détail après. Toutefois, ce processus est insuffisant pour couvrir l'intégralité des besoins de l'organisme. Dans l'alimentation, on la retrouve principalement dans le soja fermenté, typique du régime japonais, comme je vous en ai parlé. La vitamine K2 est donc difficile à trouver dans le régime occidental et les carences ne sont pas rares. Une grande partie de la population occidentale est touchée. Une autre étude, mes chers amis, une étude effectuée aux Pays-Bas en 2004, regroupant 4807 hommes et femmes âgés de 55 ans ou plus sur une période de 10 ans, a évalué la relation entre l'apport alimentaire en vitamine K et les maladies cardiaques, la calcification aortique et la mortalité, toutes causes confondues. Il a été mis en avant que la consommation d'aliments riches en vitamine K2 pouvait réduire le risque de calcification artérielle et de maladies cardiovasculaires de 50%. Il existe donc un effet protecteur, comme je vous l'ai dit, de l'apport alimentaire en vitamine K contre les maladies coronariennes chez les hommes et chez les femmes les plus âgées. La vitamine K est la vitamine de la coagulation sanguine. Ça, certains parmi vous sont au courant. Donc, une carence en vitamine K peut causer une défaillance du processus de coagulation sanguine et de divers troubles peuvent en découler.
Vous pouvez avoir des règles abondantes, des saignements de nez, tendance à l'échymose, etc. Pensez à la vitamine K si vous avez souvent des problèmes comme ça. Les traitements anticoagulants destinés à empêcher la formation de caillots sanguins sont parfois composés d'anticoagulants antivitamine K, qu'on appelle AVK. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils inhibent la synthèse hépatique des facteurs de la coagulation de la vitamine K dépendants. En fait, ils vont empêcher cette synthèse de se faire, en fait. Parce qu'il y a une synthèse au niveau du foie avec la vitamine K. Contrairement à ce qui est souvent retrouvé sur Internet, la vitamine K1 n'est pas la seule à exercer un effet sur la coagulation sanguine, parce que c'est ce qu'on trouve sur Internet. Mais la vitamine K2 est plus efficace que la vitamine K1. Elle est plus efficace. Par le mécanisme d'inhibition de la calcification, la vitamine K permet de garder les capillaires en bonne santé, optimisant ainsi la distribution du sang au niveau du cerveau notamment. Et donc, ces effets sur la microcirculation aideraient à prévenir les maladies neurodégénératives. Eh bien oui, mes amis, ça, on ne le sait pas toujours. La vitamine K peut vous protéger des maladies neurodégénératives. C'est important. Cause de carence en vitamine K. Elle est moins disponible effectivement dans l'alimentation parce qu'on trouve dans l'alimentation la forme K1 le plus souvent. Donc, les causes et les carences, c'est une alimentation pauvre, justement, en vitamine K, prise d'antibiotiques ou si on a une dysbiose, pouvant diminuer la synthèse de la vitamine K par la flore intestinale. Donc, une dysbiose, en fait, va diminuer la synthèse de la vitamine K par la flore intestinale. Les prises d'anticoagulants, les anticonvulsiviants, les antibiotiques, syndrome de la malabsorption, troubles gastro-intestinaux. Donc, tout ça, en fait, va causer une carence en vitamine K. Les conséquences et les symptômes de cette carence. Le symptôme principal d'une carence en vitamine K consiste en des saignements sous-cutanés. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, un saignement du nez, les échymoses, les blessures, etc. À long terme, une fragilisation osseuse et une ostéopénie. Alors, l'ostéopénie, c'est une diminution de la masse osseuse, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, tout ça, c'est entraîné, en fait, ce sont des symptômes, de la carence en vitamine K. Il faut savoir aussi qu'on peut aussi diagnostiquer cette carence à travers un test standard de la coagulation qui est donné par votre médecin. Donc, le médecin donne ce test-là quand il le juge utile. Ce n'est pas quelque chose que vous allez demander comme ça. C'est par rapport à une situation, par rapport à différents signes, en fait, que votre médecin verra s'il faut faire le test ou pas. Les recommandations nutritionnelles. Donc, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments et plus particulièrement le groupe d'experts sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies, donc ce groupe-là s'appelle le NDA. Les apports nutritionnels conseillés pour les adultes, y compris les femmes enceintes et allaitantes, sont de 70 microgrammes par jour. Les sources de vitamine K sont retrouvées essentiellement dans les légumes verts et les algues. Donc, consommez beaucoup de légumes verts. Faites des jus de légumes verts pour combler en fait vos carences en vitamine K. Mais c'est vrai que ça ne sera jamais suffisant, mais ça va apporter un plus quand même. Il ne faut pas dire qu'on va prendre que des compléments alimentaires. Prenons-le aussi dans l'alimentation et de temps en temps, on pourra se supplémenter en vitamine K. Donc, toujours, comme je vous l'ai dit au départ, il faut se faire conseiller et votre thérapeute saura à quel moment vous faire cette complémentation. Alors, pourquoi je parle de vitamine K et de vitamine D? Parce qu'en fait, il y a une importance de la synergie des deux. Et ça, nous allons le voir. La synergie des vitamines K2 et D3 présente un intérêt tout particulier dans la prévention contre la maladie cardiovasculaire et ostéo-articulaire. La vitamine D3 contribue à l'absorption du calcium et du phosphore, mais c'est la vitamine K2 qui va réguler la destination du calcium dans le corps. Vous vous rendez compte? Je vais reprendre. La vitamine D3 contribue à l'absorption du calcium et du phosphore, mais c'est la vitamine K2 qui régule la destination de ce calcium dans le corps. Donc, les deux travaillent de pair, ils travaillent ensemble. Donc, le calcium absorbé grâce à la vitamine D sera utilisé de manière optimale pour calcifier uniquement les tissus qui en ont besoin, donc au niveau des os, au niveau des dents.
grâce à la vitamine K2, bien entendu. Parallèlement, le calcium dont l'apport est favorisé par la vitamine D n'aura donc pas tendance à se déposer dans les vaisseaux sanguins et n'entraînera pas de calcification de ces derniers, bien sûr. Il a d'ailleurs été démontré que l'association de vitamines K2 et D3 était plus efficace pour augmenter la densité minérale osseuse et réduire le risque de maladies cardiovasculaires en comparaison avec la prise de vitamine K2 ou D3 seule. Quand c'est pris seul, c'est pas pareil. Mais quand c'est pris en synergie, ça a été prouvé par la science que ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Cette co-complémentation a également permis de réduire la perte d'élasticité artérielle et de diminuer significativement l'épaisseur de la carotide, un marqueur étroitement corrélé à la survenue de troubles cardiovasculaires, donc tout ce qui est infarctus du myocarde, etc., hypertension. Une étude scientifique, les amis. 92 femmes entre 55 et 81 ans, ménopausées, et souffrant d'ostéoporose ont reçu de façon aléatoire du calcium, de la vitamine D3, de la vitamine K2 ou une association des deux D3 et K2, quotidiennement pendant 2 ans. Donc, tous les jours, ils ont reçu ça. Les résultats ont montré que la vitamine K2 associée à la vitamine D3 a permis d'augmenter la densité minérale osseuse de la colonne vertébrale aussi efficacement que le calcium. Vous vous rendez compte? Aussi efficacement que le calcium. Ils ont vu que la densité minérale osseuse de la colonne vertébrale a été augmentée. Ça, c'est génial. Les données scientifiques indiquent aussi, ça c'est pour votre information, ça fait partie des conseils aussi que je peux vous donner aujourd'hui, le stress oxydatif est impliqué dans aussi les troubles cardiovasculaires et ostéo-articulaires. Et que par l'apport d'antioxydants, ça sera un moyen de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de la vitamine D, de la vitamine K, mais je vous dis aussi ce matin, pensez aussi aux antioxydants, parce que ça va diminuer la perte des os et des muscles. Donc, n'hésitez pas à consommer énormément de fruits, de légumes qui sont riches en antioxydants, qui ont de la vitamine A, C, E, K, des caroténoïdes aussi et des polyphénols. Vous allez trouver tout ça dans les baies, dans les fruits rouges comme les myrtilles, les fraises, les framboises, les mûres, les groseilles, etc. Les kiwis, le raisin, aussi les crucifères. Les crucifères, c'est toute la famille des choux qui sont riches en vitamine K. Pensez aux choux-fleurs, aux choux rouges, aux choux blancs, aux brocolis. Tout ce qui est chou, pensez à ça. Maintenant, c'est bien beau. Vous avez appris ce matin les bienfaits de la vitamine K2, de la vitamine D3, mais il y a tellement de sortes de vitamines qui existent sur le marché dans différents fournisseurs. Maintenant, comment choisir maintenant la bonne vitamine K2? Parce qu'il y a quand même il y a une forme qui est mieux que les autres. Donc, nous allons voir ça pour terminer. Donc, concernant la vitamine D, vous savez que c'est la vitamine D3 qui est la mieux assimilable. Maintenant, concernant la vitamine K2, comme je vous ai dit, il en existe plusieurs formes. Mais c'est sous la forme MK7 qu'elle présente la meilleure absorption ainsi que la plus grande biodisponibilité et efficacité. Elle aurait également une durée de vie plus longue dans l'organisme par rapport à d'autres formes telles que la MK4, donc on en trouve sur le marché, mais la MK4 n'est pas aussi efficace. Il est conseillé de faire le choix d'une vitamine K2 MK7 sous la forme naturelle avec une pureté optimale obtenue par un procédé de fermentation breveté et sans aucun produit chimique. Donc, il faut vérifier tout ça avant d'acheter votre vitamine K2. Et donc, pour ceux qui voudraient justement ne pas commettre d'erreur, acheter la bonne vitamine, avoir la bonne synergie, être sûr que ce sont des vitamines qui sont naturelles, qu'il n'y a pas de procédé, de produits chimiques dedans. Donc, je vais vous laisser mes coordonnées. Comme ça, je vais pouvoir vous aiguiller, vous diriger vers l'endroit où vous allez pouvoir justement consommer la bonne vitamine K2 et en synergie avec la vitamine D3. Donc, on a vu l'importance des deux. Alors, vous pourrez toujours me contacter au 06 42 85 05 52. Je répète, 06 42 85 05 52.
ou alors m'envoyer un mail à mon adresse guiden971@gmail.com. Alors, je vais appeler mon adresse mail guyen971@gmail.com. Donc, guyen971@gmail.com. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, vous avez les coordonnées de la radio, vous contactez la radio et puis ils feront un plaisir de vous diriger vers moi pour que je puisse pouvoir vous diriger vers le bon endroit pour acheter votre vitamine K2 et votre vitamine D3 pour ceux qui en ont besoin. En conclusion, mes chers amis, notre Dieu a bien fait les choses. Nous avons vu les différents organismes qui se passent dans notre corps, les différents mécanismes qui se passent. Nous avons vu que la vitamine K2 a besoin de la vitamine D. Les deux jouent un rôle. Ils travaillent ensemble. Le Seigneur a tout prévu pour que nous soyons justement en bonne santé, pour que notre organisme puisse fonctionner correctement. Il a tout prévu et c'est pour cela que le Seigneur voudrait, notre Créateur souhaite que nous puissions avoir une alimentation variée, équilibrée. Parce que si nous avons une alimentation variée, nous allons avoir toutes ces vitamines et ces minéraux dans l'alimentation. Et on n'aura pas besoin de se supplémenter tous les jours. De temps en temps, on est obligé de le faire à cause de la pauvreté du sol pour renforcer le peu qu'il y a dans les aliments, mais il y a quand même peu de vitamines, de minéraux dans les aliments. Et c'est pour cela que nous devons avoir une alimentation diversifiée, équilibrée, riche en fruits et en légumes. Une alimentation anti-inflammatoire. Donc, que Dieu nous bénisse à travers notre santé. Et donc, je vous rappelle encore ce matin l'importance de la réforme sanitaire en associant bien sûr tous ces compléments alimentaires pour nous aider parce que nous sommes à la fin des temps à cause du péché, de tout ce qui se passe. Nous avons justement cette pauvreté au niveau du sol. Mais heureusement, Dieu a permis de donner l'intelligence aux hommes pour pouvoir faire ces compléments alimentaires, les récupérer à travers tous ces légumes, ces fruits. Dieu a fait vraiment des choses extraordinaires. Donc, que Dieu puisse pouvoir nous aider à aller de l'avant, à prendre soin de notre santé, parce qu'il ne faut pas oublier que notre santé est une richesse. Alors, je vous invite, les amis, à prendre soin de vous et à vous laisser diriger par le Saint-Esprit, parce que Dieu veut qu'on soit en bonne santé. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Prenons soin de ce corps. Que Dieu vous bénisse. Amen.